Avez-vous déjà eu cette sensation étrange de voir votre compte bancaire se vider sans vraiment comprendre où est passé votre argent? Vous gagnez, vous dépensez, et pourtant, rien ne reste. Ce n'est pas un manque de revenus qui vous piège, c'est quelque chose de bien plus insidieux. Une hémorragie silencieuse qui se produit tous les jours dans l'ombre de vos habitudes sans que vous en ayez conscience. Cet argent qui disparaît ne part pas d'un coup. Il s'évapore goutte à goutte par petites fuites que vous ne remarquez même plus. Et c'est précisément ce que nous allons démonter aujourd'hui. Le mystère de l'argent qui disparaît n'est pas un mystère. C'est un mécanisme prévisible, répétitif et surtout évitable. Mais pour le comprendre, il faut d'abord accepter une vérité inconfortable. Vous ne savez probablement pas où va votre argent. Pas vraiment, pas en détail. Vous avez une idée générale, bien sûr, le loyer, la nourriture, les factures. Mais entre ces grandes dépenses et le solde qui clignote sur votre écran en fin de mois, il y a un trou noir. Un vide rempli de dépenses invisibles, de petites sommes qui semblent insignifiantes, mais qui, cumulées, forment une masse considérable. Ce phénomène porte un nom dans le domaine des finances comportementales, l'effet de désensibilisation monétaire. Plus vous dépensez souvent de petites sommes, moins votre cerveau les enregistre comme des pertes réelles. Prenons un exemple concret. Vous achetez un café à 4 € tous les matins. Ce n'est rien, pensez-vous. 4 €, ce n'est pas une dépense, c'est un plaisir, un rituel, une petite récompense avant d'affronter la journée. Mais sur un mois, cela représente 120 €. Sur un an, 1440 €. En 10 ans, 14 400 €. Sans compter l'inflation, ni les intérêts que cet argent aurait pu générer s'il avait été épargné ou investi. Ce café du matin n'est pas une simple dépense, c'est un choix financier récurrent qui engage votre avenir. Et ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Les abonnements que vous ne regardez plus, les applications que vous payez chaque mois sans les utiliser, les petits achats en ligne qui ne dépassent jamais 15 ou 20 €, mais qui se répètent encore et encore. Chacune de ces dépenses est acceptable individuellement, mais collectivement, elles forment une structure qui vous maintient dans une situation de fragilité financière permanente. Le problème, c'est que notre cerveau n'est pas câblé pour gérer l'argent moderne. Il a évolué dans un environnement où les ressources étaient visibles, tangibles, limitées. Vous chassiez, vous cueilliez, vous stockiez, vous voyiez ce que vous aviez. Aujourd'hui, l'argent est abstrait. Ce ne sont que des chiffres sur un écran. Vous payez avec une carte, un téléphone, un clic. Il n'y a plus de contact physique avec l'argent, plus de sensation de perte. Et cette absence de friction crée une distorsion cognitive. Vous dépensez sans ressentir la douleur de la dépense. C'est ce qu'on appelle le biais de l'argent immatériel. Les études montrent que les gens dépensent en moyenne 30 à 50% de plus lorsqu'ils paient par carte plutôt qu'en espèces. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne perçoit pas la transaction comme une perte réelle. Il n'y a pas de billet qui quitte votre portefeuille, pas de sensation de vide, juste un geste rapide. Et la transaction est validée. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre mécanisme à l'œuvre, encore plus destructeur, l'absence totale de suivi. Vous ne notez pas vos dépenses, vous ne les analysez pas, vous ne les catégorisez pas. Vous vivez dans une sorte de brouillard financier où tout se mélange. Vous savez que vous dépensez, mais vous ne savez pas combien, ni sur quoi, ni à quelle fréquence. Et sans cette conscience, il est impossible de corriger, impossible de reprendre le contrôle. Vous êtes comme un pilote qui naviguerait sans instrument, sans carte, sans visibilité. Vous avancez, mais vous ne savez pas où vous allez. Et tôt ou tard, vous allez vous écraser. Ce n'est qu'une question de temps. Cette absence de suivi crée une illusion de liquidité. Tant qu'il y a de l'argent sur le compte, vous vous autorisez à dépenser. Mais cette logique est dangereuse, car elle ne tient pas compte de ce qui doit être payé plus tard. Le loyer qui arrive, la facture d'électricité, les remboursements de crédit. Vous dépensez comme si l'argent disponible était de l'argent libre. Mais ce n'est pas le cas.
Une grande partie de cet argent est déjà engagée, déjà affectée. Et quand vous réalisez cela, il est trop tard. Le découvert s'installe, les frais bancaires s'ajoutent et le cycle recommence. Maintenant, parlons des croyances qui renforcent ce comportement. La première et la plus répandue, c'est l'idée que « ce n'est pas grave, je me fais plaisir ». Cette phrase, vous l'avez déjà pensée, peut-être même prononcée. Elle semble innocente, presque logique. Vous travaillez dur, vous méritez bien quelques plaisirs. Mais cette logique contient un piège. Elle transforme la consommation en récompense émotionnelle. Et une fois que votre cerveau associe dépenser à se sentir bien, il devient très difficile de casser ce circuit. Vous entrez dans un schéma où chaque frustration, chaque stress, chaque fatigue déclenche une envie de dépenser. Vous ne dépensez plus pour acquérir quelque chose dont vous avez besoin. Vous dépensez pour compenser un manque émotionnel. C'est ce qu'on appelle la consommation compensatoire. Et elle est redoutablement efficace pour vider votre compte, sans jamais vraiment vous satisfaire. Parce que le plaisir est éphémère. Il dure quelques minutes, quelques heures au mieux. Puis il disparaît, et vous vous retrouvez avec un peu moins d'argent et le même vide émotionnel qu'avant. Alors vous recommencez, encore et encore. Ce n'est pas un hasard si les entreprises exploitent ce mécanisme. Elles savent que vous ne dépensez pas seulement pour le produit. Vous dépensez pour l'émotion que le produit procure. C'est pour cela que les publicités ne parlent presque jamais des caractéristiques techniques. Elles parlent de liberté, de bonheur, de statut social, de confort. Elles vendent une promesse émotionnelle. Et vous achetez cette promesse, encore et encore, sans réaliser que vous ne l'obtenez jamais vraiment. Une autre croyance très répandue, c'est l'idée que je contrôle mes dépenses, je ne suis pas dans le rouge. Cette phrase cache une confusion dangereuse entre ne pas être endetté et avoir un contrôle financier réel. Ne pas être dans le rouge ne signifie pas que vous gérez bien votre argent. Cela signifie simplement que vous ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Mais cela ne dit rien de la qualité de vos dépenses, ni de votre capacité à épargner, ni de votre résilience face à un imprévu. Vous pouvez très bien ne jamais être à découvert et quand même vivre dans une précarité financière totale, parce que vous n'avez aucune marge, aucune réserve, aucun coussin de sécurité. Le moindre imprévu, une réparation de voiture, une facture médicale, un appareil qui tombe en panne, et c'est la catastrophe. Vous êtes obligé d'emprunter, de payer en plusieurs fois, de rogner sur autre chose, et progressivement, vous glissez vers une situation où vous ne maîtrisez plus rien. Le contrôle financier ne se mesure pas à l'absence de dette. Il se mesure à votre capacité à anticiper, à épargner, à absorber les chocs et à faire des choix conscients. Si vous ne savez pas où va votre argent, vous n'avez pas de contrôle. Vous avez juste de la chance. Et la chance, par définition, ne dure pas éternellement. Il y a aussi cette idée selon laquelle « je n'ai pas assez d'argent pour épargner ». C'est une phrase que j'entends constamment. Et elle est profondément erronée. Pas par manque de sincérité, mais par manque de compréhension. Épargner n'est pas une question de montant. C'est une question de priorité. Si vous attendez d'avoir assez d'argent pour épargner, vous n'épargnerez jamais. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à acheter, toujours une dépense qui semblera plus urgente, plus nécessaire. L'épargne ne se fait pas avec ce qui reste, elle se fait en premier. C'est ce qu'on appelle le principe du « payer soi-même en premier ». Vous mettez de côté un montant, même ridicule, dès que vous recevez votre salaire, avant de payer quoi que ce soit d'autre. Ce montant peut être 10 €, 20 €, 50 €, peu importe. Ce qui compte, c'est l'habitude, c'est le geste, c'est le fait de dire à votre cerveau « mon avenir compte, ma sécurité compte, je ne dépense pas tout ce que je gagne » et progressivement, cette habitude devient naturelle. Elle crée une structure mentale qui change votre rapport à l'argent. Vous ne voyez plus l'épargne comme une contrainte, mais comme une protection, comme une liberté. Revenons maintenant à la question centrale. Pourquoi l'argent disparaît-il chaque fin de mois? Parce que vous vivez dans un système de dépenses automatique, invisible et non questionné.
Vous payez des choses par habitude, par facilité, par défaut. Vous ne demandez jamais « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cette dépense m'apporte quelque chose? Est-ce que je pourrais m'en passer ?» Ces questions ne sont pas posées. Et sans ces questions, il n'y a pas de filtre. Tout passe, tout est accepté. Et votre argent, il s'évapore. Ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de conscience. Vous ne voyez pas ce que vous dépensez, vous ne sentez pas les fuites. Vous ne réalisez pas que chaque petite dépense récurrente est une décision financière à long terme. Et sans cette prise de conscience, rien ne change. Vous pouvez gagner plus, vous continuerez à tout dépenser. Vous pouvez avoir une augmentation, elle sera absorbée par de nouvelles dépenses. Parce que le problème n'est pas dans le montant que vous gagnez, il est dans la manière dont vous gérez ce montant. Alors que faire? La première étape, c'est d'accepter que vous ne savez pas où va votre argent. Pas vraiment, pas en détail. Et que cette ignorance a un coût réel, mesurable, qui se compte en milliers d'euros sur quelques années. La deuxième étape, c'est de commencer à suivre. Notez tout, absolument tout. Chaque café, chaque sandwich, chaque course, chaque abonnement, chaque achat en ligne. Pendant un mois, sans jugement, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste observer, juste voir. Parce que tant que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas agir. Et une fois que vous voyez, une fois que vous avez les chiffres sous les yeux, quelque chose change. Vous réalisez, vous prenez conscience. Et cette conscience crée un déclic. Vous comprenez que ces petites dépenses ne sont pas si petites, que ces achats insignifiants ne sont pas si insignifiants, que cet argent qui disparaît ne disparaît pas par magie. Il disparaît parce que vous le dépensez, et que vous le dépensez parce que vous ne faites pas attention. La troisième étape, c'est de catégoriser. Une fois que vous avez noté toutes vos dépenses pendant un mois, regroupez-les par catégorie. Alimentation, transport, logement, loisirs, abonnement, santé, vêtements, divers. Et regardez la répartition. Vous allez découvrir des choses surprenantes. Vous allez voir que vous dépensez 2 fois plus en restaurant que ce que vous pensiez, que vous payez 4 abonnements différents alors que vous n'en utilisez qu'un seul, que vous achetez des vêtements tous les mois sans vraiment en avoir besoin. Ces découvertes ne sont pas là pour vous culpabiliser. Elles sont là pour vous informer, pour vous donner une base de travail, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et sans mesure, il n'y a pas de progrès possible. La quatrième étape, c'est de questionner. Pour chaque catégorie de dépenses, demandez-vous, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que je pourrais réduire sans que ça change ma qualité de vie? Et soyez honnête. Parfois, la réponse sera oui, c'est nécessaire. Parfois, la réponse sera non, je pourrais m'en passer. Et parfois, la réponse sera entre les deux. Ce n'est pas vital, mais ça compte pour moi. Et c'est correct. L'objectif n'est pas de tout supprimer. L'objectif est de faire des choix conscients, de savoir pourquoi vous dépensez, de décider activement, plutôt que de laisser les choses se faire par automatisme. Parce que l'automatisme, c'est l'ennemi du contrôle financier. C'est ce qui vous maintient dans le cycle de la dépense invisible. La cinquième étape, c'est de créer des barrières, des freins, des obstacles entre vous et vos dépenses impulsives. Désactivez les paiements en un clic. Supprimez vos cartes bancaires enregistrées sur les sites de commerce en ligne. Désabonnez-vous des newsletters promotionnels. Créez un délai de réflexion avant chaque achat non essentiel. Par exemple, si vous avez envie d'acheter quelque chose qui coûte plus de 50 €, attendez 48 heures. Si après 2 jours, vous en avez toujours envie, achetez-le. Mais dans la majorité des cas, l'envie disparaît. Parce que ce n'était pas un besoin, c'était une impulsion. Et les impulsions s'estompent quand on ne les nourrit pas immédiatement. Ces barrières ne sont pas des punitions, ce sont des outils, des mécanismes de protection contre votre propre cerveau qui est programmé pour rechercher la gratification instantanée et non la sécurité à long terme. La sixième étape, c'est de redéfinir ce qu'est un plaisir.
Vous avez appris à associer dépenser avec se faire plaisir. Mais cette association est fausse. Il existe des centaines de plaisirs gratuits ou peu coûteux. Marcher dans un parc, lire un livre emprunté à la bibliothèque, cuisiner un bon repas à la maison, passer du temps avec des amis, écouter de la musique, regarder un coucher de soleil. Ces plaisirs ne coûtent rien, ou presque rien. Mais ils ont été effacés de votre radar, parce que la société moderne vous a conditionné à croire que le plaisir s'achète, que le bonheur se consomme. Et tant que vous croyez cela, vous serez prisonnier d'un cycle de dépenses qui ne s'arrête jamais, parce qu'il y aura toujours quelque chose à acheter, toujours un nouveau produit, une nouvelle expérience, une nouvelle promesse. Réapprendre à apprécier les plaisirs simples, c'est reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. C'est casser l'association entre argent et bonheur. Et c'est libérateur. La 7e étape, c'est de fixer des limites claires. Un budget, ce n'est pas une restriction. C'est un cadre. C'est une manière de dire « Voilà ce que je peux dépenser dans chaque catégorie, sans mettre en danger ma stabilité financière. » Et à l'intérieur de ce cadre, vous êtes libre. Vous pouvez dépenser sans culpabilité, sans stress, sans vous demander si vous êtes en train de faire une erreur, parce que vous savez que vous êtes dans les limites que vous avez définies. Le budget, c'est la liberté dans la structure. C'est l'opposé du contrôle total qui génère de la frustration et finit toujours par craquer. Avec un budget, vous savez où vous allez. Vous savez combien vous pouvez dépenser et vous savez combien vous devez mettre de côté. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas restrictif, c'est juste rationnel. Mais tout cela ne sert à rien si vous ne changez pas votre rapport au temps. Parce que le vrai problème, c'est que vous vivez dans l'instant. Vous dépensez aujourd'hui sans penser à demain. Vous ne projetez pas, vous ne visualisez pas votre avenir. Vous ne réalisez pas que chaque euro dépensé aujourd'hui est un euro qui ne sera pas disponible plus tard. Quand vous aurez besoin de réparer votre voiture, quand vous voudrez partir en vacances, quand vous devrez faire face à un imprévu. Chaque petite dépense d'aujourd'hui réduit votre marge de manœuvre de demain. Et si vous ne comprenez pas cela, si vous ne l'intégrez pas profondément, vous continuerez à dépenser tout ce que vous gagnez, parce que vous ne verrez aucune raison de faire autrement. L'avenir vous semblera lointain, abstrait, moins important que le plaisir immédiat. Mais l'avenir arrive toujours, plus vite que vous ne le pensez. Et quand il arrive, si vous n'avez rien préparé, vous êtes dans une situation de vulnérabilité totale. Une autre dimension souvent ignorée, c'est l'influence sociale. Vous dépensez en partie parce que tout le monde autour de vous dépense, parce que vos amis sortent au restaurant, parce que vos collègues s'achètent le dernier smartphone, parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde semble vivre une vie extraordinaire, remplie d'expériences coûteuses. Et vous ne voulez pas être en reste, vous ne voulez pas paraître pauvre, radin ou dépassé. Alors, vous dépensez pour suivre, pour maintenir une image, pour ne pas être exclu. Mais cette logique est toxique. Elle vous place dans une compétition permanente que vous ne pouvez pas gagner. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui gagne plus, qui dépense plus, qui affiche plus. Et si vous basez vos décisions financières sur ce que font les autres, vous perdez votre autonomie. Vous devenez un figurant dans la vie des autres, au lieu d'être l'acteur principal de la vôtre. Apprendre à dire non, à sortir du jeu, à accepter que votre vie financière ne se compare pas, c'est une compétence essentielle. Et elle se construit progressivement, en assumant vos choix, en étant transparent avec vous-même et en acceptant que votre chemin soit différent. Il y a aussi la question des imprévus. Beaucoup de gens pensent que leurs problèmes financiers sont causés par des imprévus. Une voiture qui tombe en panne, un appareil électroménager qui lâche, une facture médicale inattendue. Mais ces événements ne sont pas vraiment des imprévus. Ce sont des événements prévisibles dans leur nature, même si leur timing est incertain. Vous savez que votre voiture aura besoin de réparation un jour. Vous savez que votre lave-linge ne durera pas éternellement. Vous savez que vous tomberez malade ou que vous devrez consulter un médecin. Ces événements font partie de la vie. Ils ne sont pas exceptionnels, ils sont normaux.
Et si vous ne mettez pas d'argent de côté pour les anticiper, vous serez systématiquement en difficulté quand ils arrivent. C'est pour cela qu'il est essentiel de créer un fonds d'urgence. Une réserve d'argent dédiée uniquement aux imprévus. Pas pour les vacances, pas pour un nouvel achat, pour les urgences. Cette réserve, idéalement, devrait couvrir entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles. Cela peut sembler énorme, cela peut sembler inatteignable, mais cela se construit progressivement. 50 € par mois, c'est 600 € par an. En 2 ans, vous avez 1200 €. Ce n'est pas rien. Et cela peut faire la différence entre une urgence gérable et une catastrophe financière. Maintenant, parlons du rôle des institutions financières. Les banques ne sont pas vos amis. Elles sont des entreprises commerciales dont l'objectif est de générer du profit. Et elles le font en vous vendant des produits, en vous facturant des frais et en vous incitant à consommer du crédit. Le découvert autorisé, par exemple, est présenté comme un service pratique. Mais c'est un piège, parce qu'il crée une illusion de disponibilité. Vous voyez de l'argent sur votre compte. Alors, vous dépensez, mais cet argent n'est pas à vous. C'est un prêt avec des taux d'intérêt souvent exorbitants. Et plus vous l'utilisez, plus vous payez. Les banques comptent sur votre manque de vigilance, sur le fait que vous ne lisez pas les conditions, que vous ne calculez pas les frais, que vous ne comparez pas les offres. Et tant que vous restez dans cette passivité, vous payez plus que nécessaire. Reprendre le contrôle, c'est aussi devenir un consommateur actif de services bancaires. Comparer les banques, négocier les frais, supprimer les options inutiles, refuser les découverts autorisés, utiliser des banques en ligne qui ont souvent des frais beaucoup plus bas. Chaque euro économisé sur les frais bancaires est un euro qui reste dans votre poche. Et sur une vie, cela représente des milliers d'euros. Un autre point crucial, c'est la différence entre dépenses fixes et dépenses variables. Les dépenses fixes, ce sont celles qui reviennent chaque mois au même montant. Le loyer, l'assurance, les abonnements. Ces dépenses sont prévisibles. Vous pouvez les anticiper, mais elles sont aussi rigides, difficiles à réduire à court terme. Les dépenses variables, elles, changent chaque mois. L'alimentation, les sorties, les achats personnels. C'est là que se trouve votre marge de manœuvre. C'est là que vous pouvez agir rapidement pour réduire vos dépenses si nécessaire. Mais c'est aussi là que se cache la plupart des fuites. Parce que ces dépenses ne sont pas fixes. Vous avez l'impression qu'elles sont flexibles, contrôlables. Mais en réalité, elles sont souvent chaotiques. Elles varient en fonction de votre humeur, de vos envies, de vos impulsions. Et sans suivi, elles explosent. Avoir une vision claire de vos dépenses fixes et variables, c'est essentiel. Cela vous permet de savoir combien d'argent est déjà engagé et combien il vous reste réellement pour vivre. Et cela vous évite de dépenser de l'argent qui est déjà affecté à autre chose. Il y a aussi un aspect psychologique important, la fatigue décisionnelle. Chaque jour, vous prenez des centaines de décisions. Et chaque décision consomme de l'énergie mentale. Quand vous êtes fatigué, stressé ou submergé, votre capacité à prendre des décisions rationnelles diminue. Vous devenez plus vulnérable aux impulsions. C'est pour cela que vous dépensez souvent plus en fin de journée ou en fin de semaine. Parce que vous êtes épuisé. Votre cerveau cherche des raccourcis, des gratifications rapides. Et la dépense est une de ces gratifications. C'est rapide, facile et ça procure un soulagement immédiat. Mais ce soulagement est temporaire et il a un coût. Pour contrer cela, il faut automatiser autant que possible vos décisions financières. Mettez en place des virements automatiques vers votre épargne. Définissez des règles claires pour vos dépenses. Créez des routines qui ne nécessitent pas de réflexion. Parce que moins vous avez de décisions à prendre, moins vous êtes vulnérable aux erreurs. Et plus vous protégez votre stabilité financière. Enfin, il y a la question du sens. Pourquoi voulez-vous contrôler vos finances? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Si vous n'avez pas de réponse claire à cette question, vous abandonnerez. Parce que gérer son argent demande des efforts, demande de la discipline, demande de renoncer à certaines gratifications immédiates. Et si vous ne savez pas pourquoi vous faites tout cela,
Si vous n'avez pas d'objectif clair, vous ne tiendrez pas. Vous reviendrez à vos anciennes habitudes, parce que les anciennes habitudes sont confortables. Elles ne demandent pas de réflexion, elles ne demandent pas de changement, mais elles vous maintiennent aussi dans la même situation. Toujours. Avoir un objectif financier, même simple, change tout. Cela peut être de créer un fonds d'urgence, de partir en voyage, d'acheter un appartement, de quitter un travail qui ne vous convient plus, de financer une formation, peu importe. Ce à qui compte, c'est que cet objectif vous parle, qu'il ait du sens pour vous, et qu'il soit suffisamment motivant pour justifier les efforts que vous allez faire, parce que sans motivation, il n'y a pas de changement durable. Il n'y a que des bonnes résolutions qui s'effondrent au bout de quelques semaines. Votre argent disparaît chaque fin de mois parce que vous ne le voyez pas partir, parce que vous ne suivez pas, parce que vous ne questionnez pas, parce que vous vivez dans l'automatisme, dans l'impulsion, dans l'instant. Mais tout cela peut changer, pas du jour au lendemain, pas par magie, mais progressivement, par petits ajustements, par prise de conscience successive, par décision consciente. Vous n'avez pas besoin de gagner plus pour reprendre le contrôle. Vous avez besoin de savoir où va ce que vous gagnez déjà. Et une fois que vous savez, une fois que vous voyez les fuites, vous pouvez les colmater, une par une, sans frustration, sans sacrifice, juste avec de la lucidité. Et cette lucidité, elle vaut plus que n'importe quelle augmentation de salaire, parce qu'elle vous donne quelque chose que l'argent seul ne peut pas vous donner, le contrôle.